À mon sens, ce qui va se passer dans les 5 ans à venir, c'est que toutes les entreprises vont avoir leur NFT, leur crypto. Vous voyez, typiquement sur TripAdvisor, vous allez sur TripAdvisor, dans très peu de temps, vous allez être payé en token pour mettre un commentaire. Ouais, ça va être ça, clair, pour vous inciter à mettre des commentaires, mais c'est sûr en fait. Et ce token-là, ce TripAdvisor, il sera dans Yuzu. Et quand vous aurez vos tokens, ça va apporter de la liquidité à tout ça en fait. Ce qui fait qu'on va revenir dans très peu de temps, on va revenir dans un système de troc limite en fait. Oui, aujourd'hui nous recevons Stanislas de Quénetin, qui est cofondateur de Yuzu. Alors on va revenir sur Yuzu, mais qui a une chaîne YouTube que l'on suit depuis longtemps, qui s'appelle Blockchain Expert, donc Bex. Donc c'est un expert de la blockchain, Stanislas, et il a lancé Yuzu, ça s'écrit Y-U-Z-U, et c'est une application mobile qui permet d'obtenir du rendement sur de l'argent, sur des euros que l'on place chez Yuzu. Et ce qui est intéressant, c'est que Yuzu va faire travailler cet argent, mais via des crypto-monnaies, obtenir du rendement passif sur la blockchain. Et donc c'est cette fameuse finance décentralisée dont on parle beaucoup, et ça Stanislas va nous expliquer, mais vous voyez, Yuzu, c'est effectivement ce nouveau business model qui permet d'offrir des produits financiers à partir d'une start-up, comme vous êtes Yuzu, pour le particulier, pour le grand public, sans être forcément agréé par une banque, sans faire partie du grand système financier qu'on connaît. Et donc c'est ça un peu la disruption que la blockchain va amener dans la finance, et c'est de ça dont on va parler. Et on va aussi beaucoup parler de l'engagement environnemental, parce que chez Yuzu, quand on perçoit les 6% qui sont a priori qui sont promis, on va dire, dans ces investissements, on peut choisir un type d'investissement dans la planète, enfin pour la planète. Et ça, tu vas nous expliquer, Stan, comment ça se passe chez Yuzu. Peut-être petite précision, nous ne sommes pas sponsorisés par Yuzu. Nous avons nous-mêmes contacté l'entreprise parce qu'on estime que c'est une démarche très intéressante qui va faire des émules et dont on va beaucoup parler dans l'avenir. Donc c'est pour ça qu'on te reçoit, Stan, aujourd'hui. Et nous ne donnons pas de conseils en investissement. Faites vos propres recherches, écouter le podcast ne suffit pas. Donc voilà, il y a plein de choses à aller lire. Et puis après, vous déciderez si vous avez envie d'investir votre argent ou pas. Stanislas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Voilà, merci d'être là. Donc on a dit beaucoup de choses, mais je pense que le mieux, c'est peut-être que tu nous expliques clairement ce que c'est Yuzu, puisque moi, je n'étais pas du tout d'accord avec Benjamin. Il m'a tenu des propos, donc je me suis dit, je vais demander à Stanislas une reformulation complète. Merci en tout cas, merci à vous de nous recevoir. L'objectif, initialement, quand je me suis associé avec Clément, on s'est rencontrés il y a 1 an et demi, on est parti du constat que finalement la finance décentralisée et même l'univers des cryptos dont tu parlais tout à l'heure, c'est quand même très complexe, et nous on voulait une porte d'accès extrêmement simple à l'univers des cryptos. Donc même on trouve même ce qu'on appelle les CeFi, je trouve que, je sais pas si vous êtes allé sur Binance par exemple, mais la plateforme Binance elle est complexe. Enfin, je veux dire, il y a des produits dans tous les sens, et un produit qui est quand même dédié un peu aux initiés. Et nous on s'est dit, on va faire une app la plus simple possible pour permettre ce passage justement de personnes qui connaissent rien en crypto dans ce monde qui est nouveau, en gestation, mais qui explose, en fait, qui va très 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 vite actuellement. Et donc voilà, nous on a créé cette application. Donc Yuzu, pour le moment, c'est une application mobile. Vous la téléchargez et effectivement, vous pouvez déposer des euros ou des cryptos. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'une fois que vous avez déposé vos euros, donc vous les voyez sur votre application, on se charge, alors si c'est des euros, de les transformer en stablecoin. Un stablecoin, c'est quoi? C'est comme un bitcoin, c'est un token qui est adossé au dollar ou à l'euro, c'est-à-dire dont la valeur ne fluctue pas. Il n'y a pas de volatilité. Et donc, si vous déposez des euros, nous, on en fait des euros, mais tokenisés. Et on va les placer dans ce qu'on appelle la finance décentralisée. Et ça, je pourrais vous en reparler si vous voulez, mais ce sont des applications qui rendent un service financier sans intermédiaire. Elles sont généralement sur Ethereum ou sur d'autres blockchains, et elles rendent des services financiers. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte de la liquidité à ces applications. Je pourrais vous expliquer évidemment tout ça en détail. Donc nous, on apporte de la liquidité, on est rémunéré pour ça. Et donc, on vous retourne une partie de cette rémunération, puisqu'on utilise vos actifs. Et évidemment, toutes les semaines, vous recevez une partie de ces revenus. Enfin, vous recevez ces revenus. C'est complètement liquide, hein, vous pouvez les retirer à tout moment. Ou vous pouvez aussi décider effectivement d'en allouer une partie à la transition écologique. Et ça, c'est effectivement un point dont on peut parler. Oui, alors concrètement, donc, on peut commencer à mettre, je crois, 50 euros, ou même 100 euros. Enfin, le ticket d'entrée est vraiment très bas. Il n'y a pas de minimum. Ah, il n'y a même pas de minimum, donc on peut même mettre 20 euros, mettons. Et à ce moment-là, cet argent tout de suite est converti en stablecoin, donc converti en crypto-monnaie stable.
Et puis, cette crypto-monnaie fait partie, alors oui, sans rentrer dans le détail de la liquidité, mais en gros, facilite le système financier sur la blockchain. On va dire, ça fluidifie un peu les échanges financiers sur la blockchain. Et comme on aide à fluidifier ces échanges, eh bien, on reçoit du rendement, enfin, donc des intérêts finalement. Bon, là, déjà, vous parlez entre deux connaisseurs. Ah oui. Donc, non, mais c'est vrai, pour simplifier, finalement, ces stablecoins, c'est du cash, c'est des espèces de l'écosystème des cryptos. Et comme tout système financier, il y a beaucoup besoin de cash. Et en fait, les gens sont actuellement, enfin les institutionnels, les gens qui utilisent ces services-là, sont prêts à payer assez cher pour avoir ce cash. Ok. Donc, c'est pour ça que je te donne des euros. Ouais. Et je n'ai pas besoin de wallet. Non, t'as pas de wallet. Enfin, Okay. t'en as un chez nous, mais tu peux le gérer hyper facilement, en fait. Ok, donc je n'ai pas de clé non plus. Donc c'est là que l'expérience utilisateur est facilitée. Exactement. Ok. Donc avec cet argent, vous investissez dans des protocoles DeFi, mais qui n'ont rien à voir à ce stade-là avec l'environnement. C'est ça? Qui n'ont rien à voir à ce stade-là avec l'environnement. Okay. Je pense qu'il y a une petite précision que je dois faire quand même, c'est que nous, c'est un sujet qui est évidemment parce que on est comme tout le monde évidemment concerné, et il y a un débat sur le Bitcoin qui est clair et que on peut pas éviter en fait, qui est très net, sur lequel on va pas forcément rentrer parce qu'il est complexe, il est subtil, il y a quand même pas mal de nuances à apporter. Mais ce que les gens ne comprennent pas forcément, c'est que l'immense majorité des cryptos aujourd'hui ne polluent pas du tout. C'est-à-dire que le Bitcoin, c'est un peu le dinosaure. Ça a été créé il y a 14 ans. Et la technologie a beaucoup évolué depuis, énormément évolué en fait. Nous, par exemple, toutes les blockchains qu'on utilise, tous les protocoles dans lesquels on investit ne polluent pas du tout. Ce qui fait que nous, on a une empreinte carbone qui est zéro finalement. Alors, on accepte le Bitcoin parce que c'est incontournable et parce que c'est quand même c'est par là que la révolution est venue. Et que notre communauté comprendrait pas forcément qu'on n'ait pas de Bitcoin, mais on ne donne pas de revenus sur les Bitcoins. En fait, tous les revenus qu'on génère avec les Bitcoins servent à la décarbonation, à la transition écologique. À aucun moment donné, c'est toi qui décides d'investir sur du Bitcoin, c'est pas le particulier. Le particulier peut déposer des Bitcoins, mais nous, de notre plein gré, on va pas aller investir dans le Bitcoin. Si tu déposes des euros, on va pas aller acheter des Bitcoins. Ok, d'accord. Mais si j'ai du Bitcoin, je peux l'investir chez toi. Tout à fait. Ok, c'est là. Sachant que tu les déposeras chez nous uniquement pour décarboner. Donc, ce sera l'endroit où le Bitcoin sera le plus neutre en termes de consommation énergétique. Mais peut-être que pour nos auditeurs, tu peux peut-être expliquer justement que ce sont des croyances populaires que les crypto-monnaies systématiquement impactent l'environnement. Peut-être que j'ai vu sur ton site qu'il y avait pas mal de chiffres. Peut-être que tu peux argumenter là-dessus. Ça donnera de l'eau au moulin aux gens pour parler lors des dîners quand il y a toujours un réfractaire. Là, c'est effectivement sans problème, mais c'est compliqué d'en parler sans rentrer dans les détails techniques en fait, parce que finalement, pourquoi le Bitcoin pollue? Parce que le mécanisme de consensus qui est utilisé par le Bitcoin et qui était utilisé par l'Ethereum, la deuxième plus grosse crypto, jusqu'à septembre l'année dernière, eh bien, c'est un mécanisme de consensus qui consomme énormément d'énergie. Qu'est-ce que c'est qu'une crypto? Qu'est-ce que c'est que le Bitcoin? C'est une association en fait. Ce sont des gens qui se retrouvent, qui téléchargent un programme informatique sur l'ordinateur, ce programme explique à leur ordinateur comment parler aux autres ordinateurs de cette association. Et pourquoi ces gens se réunissent? C'est pour rendre un service. Et toutes ces associations qu'on voit, il y a aujourd'hui 10 000 cryptos à peu près, il y en a plus, beaucoup plus, mais chacune de ces cryptos est une association qui a pour objectif de rendre un service sur Internet aux membres de cette association en fait. Si vous voulez, Bitcoin, c'est une association de gens qui veulent pouvoir s'échanger de la valeur sur Internet. Mais ils échangent de la valeur que entre eux, si vous voulez. Pour pouvoir bénéficier de ce service, il faut prendre part à l'association. Et donc cette association, elle s'administre de manière complètement décentralisée, c'est-à-dire qu'au milieu, on a toutes les transactions qui sont faites entre ces membres de l'asso sont enregistrées dans une base de données qui s'appelle la blockchain, que vous connaissez. Ce sont certains membres de l'association qui décident d'ajouter les transactions dans cette blockchain, je ne sais pas si c'est toujours clair, qui décident d'administrer le réseau. Ils sont payés pour ça, en Bitcoin. Et en fait, ils sont en concurrence les uns avec les autres parce que dès qu'ils ajoutent un bloc à la blockchain, ils gagnent pas mal d'argent. Actuellement, ils gagnent 6 bitcoins, c'est quand même pas mal, 6,25. Et donc, il y a une concurrence. Et pour déterminer lequel des mineurs lequel du membre va pouvoir ajouter ces transactions dans la blockchain, eh bien, il y a un mécanisme qui permet de les sélectionner. Et c'est ce mécanisme qui consomme énormément d'énergie parce que on leur oblige de réaliser énormément de calculs informatiques, ça s'appelle du hashing, en fait, du hachage, et ils utilisent des fonctions de hachage, et ça consomme énormément d'énergie. Et plus il y a de mineurs, plus il y a de concurrence,
plus il faut faire de calculs. Concrètement, c'est difficile d'ajouter les transactions dans des blocs et des blocs à la blockchain. J'avais une question. C'est très bien, j'avais même pas imaginé qu'au départ, c'est intéressant la perspective où tu dis, pour l'instant, au début, le Bitcoin, c'était s'échanger de la valeur entre les gens du réseau Bitcoin. Et en fait, après, il se trouve que d'autres personnes vont l'utiliser. Mais au départ, c'est vrai que c'est très associatif, ouais, c'est entre les gens eux-mêmes. Il y a de plus en plus de transactions par bloc. Et plus les blocs sont lourds, plus ça pompe de l'énergie ou pas? Ou ça n'a pas d'impact? Non, parce qu'il y a une taille maximum pour chaque bloc. Parce que c'est 2 mégas. Ils avaient essayé d'augmenter la taille des blocs, mais c'était vraiment un pansement parce que ça augmentait pas grand-chose en fait. Et quoi qu'il en soit, la taille des blocs est maximum. Elle est 2 mégas. Et ils pourront pas en ajouter plus. C'est pas ça en fait. C'est plus le fait que il y a plus de mineurs et que plus il y a de mineurs, donc plus il y a de concurrence, plus il y a de puissance de calcul sur le réseau en gros, plus le hash rate augmente, plus la difficulté augmente. Et elles sont coordonnées. Je peux rentrer dans plus de détails. Non, mais concrètement. Non, mais il faut expliquer aux gens. Bon, là, on parle toujours que du Bitcoin. On est d'accord. Ouais, on parle que du Bitcoin. Exactement. La fameuse preuve de travail où les ordinateurs ont besoin de beaucoup d'électricité parce qu'ils ont besoin de faire beaucoup de calculs. Mais il faut bien comprendre que le Bitcoin est totalement unique dans la sphère des crypto-monnaies et c'est la crypto, la toute première et en même temps celle qui restera. La mère nourricière. Mais toutes les autres, parlons d'Ethereum parce que c'est sur Ethereum que tout se passe en termes de finances décentralisées. Enfin, beaucoup en tout cas. Et Ethereum est passé justement en septembre dans un nouveau système qui a réduit la consommation électrique de 99,9%. Donc c'est absolument considérable. C'est ce qui en fait aujourd'hui une blockchain totalement green, enfin pas si on peut dire green, mais en tout cas non consommatrice ou très peu consommatrice. Et c'est là-dessus que sur Ethereum se passe beaucoup de choses. Et donc j'aimerais revenir sur Yuzu parce que j'aimerais savoir, est-ce que les gens qui déposent des euros, est-ce que tu leur dis en toute transparence, vos euros sont devenus des cryptos stables de tel et tel type sur Ethereum et le rendement, on l'a obtenu sur Ethereum. Est-ce que c'est à ce point-là transparent ou pas? Tout à fait. On a eu plein de questions comme ça, évidemment. On fait des lives pour expliquer. Alors, on a mis effectivement une page explicative pour définir effectivement tous les stablecoins que nous on utilise. Alors, on a exclu les stablecoins algorithmiques, par exemple, parce que on a vu ce qui s'était passé avec Terra. C'était pas, en fait, assez stable, tout simplement. Il y a pas mal de dépeg. On évite aussi pas mal on fait quand même toute une sélection en amont. Nous, on veut essayer de suivre, être capable de suivre le collatéral qui est attaché à chaque stablecoin. Vous savez comment ça fonctionne, hein? Vous mettez $1 en banque et vous émettez un stablecoin. Et donc, on veut être sûr que à tout moment, dans la réserve du stablecoin, il y ait bien autant de dollars que de stablecoins en circulation. Ça, si on peut le vérifier, on peut investir là-dessus, nous. Mais c'est une condition. Et pour les protocoles, effectivement, aussi, on a la liste des protocoles sur lesquels on va investir. Alors, on ne dit pas dans quelle mesure on est alloué, mais effectivement, on a la liste des protocoles pour que les gens sachent sur quoi on investit. Oui, parce que vous avez quand même vos recettes pour obtenir du rendement. Donc, ouais, inévitablement, on est en train de développer un algorithme d'allocation, c'est-à-dire qui prend en considération justement le risque de chacun de ces protocoles qu'on évalue nous-mêmes et les rendements, mais on veut être sûr, en fait, pour être clair, nous ce qu'on fait, c'est qu'on diversifie au maximum pour que s'il y a un problème sur un des pools de liquidité, parce qu'on sait que c'est quand même une technologie naissante et qu'il y a parfois des hacks, on veut être en mesure, nous, de l'autre côté, avec nos capitaux propres, de backer en cas de problème, si vous voulez. On a d'un côté, on a un mur de Chine entre l'argent des clients. Ça, c'est fondamental pour nous parce que FTX l'avait pas compris, par exemple. Vous voyez, ils utilisaient l'argent des clients. Pour nous, c'est pas possible, ça. Il y a l'argent des clients d'un côté, on n'y touche pas du tout, et notre argent de l'autre, l'argent qu'on a levé et qui sert, on en met de toute façon 10%. Vous avez des actifs sous gestion, on a toujours 10% de ces actifs sous gestion de côté en cas de perte. Oui, vous êtes soumis aux mêmes règles que les banques, que les grandes banques françaises, et vous êtes régulé par l'AMF. On n'est pas soumis à ces règles pour le moment. Ça va venir avec Mika. Mais on le fait nous, évidemment, parce que c'est notre souci, la sécurité, c'est notre souci premier, que ce soit la sécurité technologique, mais surtout à tout moment être en mesure de rendre tout l'argent aux personnes. Quoi. Justement, parlant de sécurité, moi je suis consommateur, je me dis ok, Yuzu, ils offrent 6% de rendement. Ça a l'air pas mal quand même par rapport à ce que la banque m'offre. En plus, ils me parlent d'environnement, ça me parle. Ok, mais c'est quoi les risques? Parce que le consommateur, c'est ce qu'il a envie de savoir. C'est quoi le risque? Nous, notre job, c'est de gérer les risques, en fait. Concrètement, c'est à la fois de générer des rendements, mais surtout, avant tout, en fait, de gérer les risques. Donc, ce que je vous disais, nous, c'est que la façon dont on gère ce risque, alors pour être transparent, nous, on n'a pas de garantie d'État. Donc, on est moins sécurisé qu'une banque, enfin, clairement. La garantie de l'État à hauteur de 100 000 euros, je crois, voilà. Donc, chez nous, c'est garanti sur fonds propres. Donc, c'est sécurisé sur nos fonds propres. Et nous, ce qu'on fait,
c'est que on diversifie au maximum pour qu'à aucun moment, un des pools de liquidités sur lesquels on investit est supérieur aux actifs qu'on a mis de côté pour backer ça, justement. Oui. Donc, nous, on s'est sécurisé sur fonds propres. Et les risques, c'est un investissement, c'est qu'on fasse faillite, c'est tout. Mais si notre job, et d'ailleurs on va être le plus transparent possible là-dessus justement, sur l'audit des actifs qu'on a de côté par rapport aux actifs qui sont déposés chez nous, pour que vous voyez bien qu'à tout moment on est capable d'assurer ça, quoi. Mais j'ai une question, par exemple, FTX a été révélé qu'il n'y avait pas de gestion, qu'il y avait une mauvaise gestion. Est-ce que vous, en France, il y a un organisme qui vérifie la gestion de la société? Parce qu'en fait, le consommateur, c'est ça qui se pose comme question. Il se dit, OK, bien sûr, le seul risque, c'est la faillite. Est-ce qu'il y a une surveillance? Est-ce qu'il y a des audits qui sont faits? On en est complètement conscient, évidemment. Et nous, notre objectif, c'est ça, c'est d'être le plus transparent possible pour, on a, surtout en ce moment, rassurer un maximum. Nous, on a été enregistré par l'AMF, donc pendant 1 an, c'est un process qui est assez long quand même. On a parlé avec l'AMF, eux, ils ont bien monté en compétence, ils savent exactement de quoi ils parlent. Maintenant, ils checkent en grande partie d'où vient l'argent, surtout. Si on a les procédures en place pour bien checker d'où vient l'argent et être sûr qu'il n'y a pas de blanchiment chez nous. Donc, déjà, ça, c'est la base. Mais ils checkent aussi nos politiques d'investissement, si nous, on a la capacité de gérer ça, de gérer des fonds, les compétences, et dans un deuxième temps, en fait, en 2023, avec ce qui va arriver avec notamment Mika en Europe, ça va aller beaucoup plus loin. On est déjà contrôlé par l'AMF, hein, mais les contrôles seront encore plus poussés en termes de protection des investisseurs. Ok, c'est rassurant. Ok, super. Et alors, bon, je gratte, mais l'environnement, il est où là? Les projets d'environnement sont proposés aux clients, c'est ça, une fois qu'il y a eu des retours? Tout à fait. Moi, ce que j'avais compris, c'était qu'en fait, on place de l'argent en fiat chez vous, chez Yuzu, et vous investissez dans des projets décarbonés. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Donc, non, c'est pas ça. En fait, c'est toi qui choisis si tu as envie d'investir. En fait, nous, on va vous inciter à le faire. On peut pas vous forcer à le faire. Tu vois, par exemple, tu déposes des euros chez nous. Nous, on te donne du 6%. Ça évolue toutes les semaines. Hein. C'est pas du 6% fixe. Hein. Donc partons sur ça. Un exemple. Je mets 20 000. À la fin de l'année, j'ai 1200. Ouais. Et en fait, toutes les semaines, tu vas toucher une fraction de ces 1200. Okay. Et tous les mardis. Et tous les mardis, tu vas avoir un petit curseur sur ton app qui dit tiens, je vais en allouer 5% à tel projet. Et nous, on travaille avec Stock CO2, qui est entre guillemets un broker, c'est-à-dire qu'ils sélectionnent plein de projets qui sont. On fait pas du greenwashing, là aussi on est sérieux. Enfin, on peut pas, ça serait pas crédible, quoi. L'objectif, c'est vraiment de sélectionner des projets. C'est pour ça qu'on veut qu'ils soient en France. On veut faire les choses bien. On fait aussi des projets de méthanisation actuellement, mais concrètement, on passe par Stock CO2. Vous pouvez aller voir. Hein, Stock CO2, c'est ça? Ouais, le Stock CO2. L'idée, dans un deuxième temps, ce sera d'avoir nos propres projets, d'investir en direct. D'ailleurs, j'ai un vieux pote qui fait ça, qui a une ferme pareille, où il propose des produits financiers directement pour ce type de projet. C'est toujours intéressant. Et dans un deuxième temps, l'idée, ça sera que peut-être on offre un catalogue de projets que vous puissiez choisir. Pour le moment, c'est pas encore le cas, mais dans un deuxième temps, mais que je comprenne. Donc, je vais décider d'investir ou de donner à des projets carbonés. Donc, sur mes 6%, je prends une partie que je donne. Donc, c'est du don. Ah, c'est du don. C'est pas du réinvestissement sur mon bénéfice. Enfin, sur mon... Et c'est un bon point d'ailleurs, c'est un très bon point. Peut-être que dans un deuxième temps, ce sera des produits financiers, effectivement. Tout à fait. Pour le moment, c'est un don, mais à fait. Tu pourras aussi peut-être investir dans des projets, une partie de tes revenus. Et c'est un très bon point que je note d'ailleurs. Parce qu'effectivement, tu pourrais aussi chercher à avoir des revenus sur ces projets-là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Comme investir, comme du private equity, enfin, je veux dire, investir dans des petites structures qui font du bien à l'écologie. Au Carbonable, on avait reçu dans ce podcast un projet comme ça de tokenisation des crédits carbone. Alors ça, c'est encore un autre projet. Mais... Carbonable, tu connais? Carbonable. Oui, bien sûr, on connaît. Ouais. Je vous invite d'ailleurs les auditeurs à écouter le podcast, il est top. Mais effectivement, l'idée, c'est ça, c'est de tokeniser des crédits carbone et donc d'obtenir du rendement sur du crédit carbone, qui alors certes finance des projets de reforestation, etc. Mais là, Stock CO2, alors après, donc vous êtes partenaire de Stock CO2, qui est une entreprise elle-même, j'imagine, contrôlée, régulée par l'État. Enfin, ils ont été. Et j'ai une question. Alors, comme je t'ai dit en off, Benjamin et moi, on n'était pas tout à fait d'accord. Benjamin, il était persuadé que vos clients arrivaient pour les 6%. Et moi, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on arrive chez Yuzu? On n'arrive pas chez Yuzu par hasard. Oui, bien sûr, on veut toucher ces 6%, mais il doit y avoir c'est une façon de s'engager aussi, de se dire, OK, je fais du rendement et je considère qu'une partie de ce rendement, je ne l'ai pas eu, je le rétrocède à un projet décarboné. Est-ce que vous avez assez de data pour analyser le profil de vos clients? Alors, super intéressant parce que nous, notre objectif, c'est de faire passer le plus grand nombre possible. Donc, pour le moment, on s'est pas dit, tiens, on a une target, on a forcément une idée de profil. Moi, je vois très bien d'ailleurs mes auditeurs sur ma chaîne YouTube, je vois très très bien le profil qu'ils ont. Mais globalement, nous, l'idée, c'est vraiment de faire passer
vraiment justement les personnes qui sont le moins dédiées à ça. Et nous, si on arrive à les faire passer chez nous et passer dans l'écosystème crypto, on a gagné. Donc, on n'a pas tellement de personas pour être franc. Mais nous, notre objectif, c'est de donner du sens à l'épargne. Parce qu'on sent que c'est ça qui compte. Et pour être franc, la prochaine étape, ça va être de faire un Lydia de crypto, en fait. C'est-à-dire que quand vous allez rentrer dans l'écosystème, vous allez déposer vos euros, vous allez acheter des cryptos ou pas. Mais si vous avez envie vous allez pouvoir transférer, vous allez au resto, vous allez pouvoir transférer facilement des euros à une autre personne. Et si jamais cette personne, elle veut, tiens, elle regarde sur Yuzu, elle dit, tiens, les dots sont actuellement à 10%. Bon, en fait, j'ai envie de recevoir des 10%. Vous allez transférer des euros, lui, il va choisir des dots. Et ainsi de suite, vous voyez. Donc, dot, tu parles de la crypto-monnaie de Polkadot? Je parle de la crypto-monnaie de Polkadot et toutes les cryptos qui vont être listées sur Yuzu. Okay. Parce que, à mon sens, ce qui va se passer dans les 5 ans à venir, c'est que toutes les entreprises vont avoir leur NFT, leur crypto. Vous voyez, typiquement sur TripAdvisor, vous allez sur TripAdvisor, dans très peu de temps, vous allez être payé en token pour mettre un commentaire. Ouais, ça va être ça, clair, pour vous inciter à mettre des commentaires, mais c'est sûr en fait. Et ce token-là, ce TripAdvisor, il sera dans Yuzu. Et quand vous aurez vos tokens, ça va apporter de la liquidité à tout ça en fait. Ce qui fait que on va revenir dans très peu de temps, on va revenir dans un système de troc limite en fait, parce que vous allez recevoir des miles, des tokens quand vous allez faire des achats. Et ces tokens-là, vous allez les échanger, vous allez les filer contre des euros au resto. Et ça se passera dans le téléphone, comme tu dis, directement dans le téléphone d'une application à une autre. Ouais. Et on va ajouter tous ces tokens. Il y aura une liste hyper longue, mais vous aurez vos tokens, les tokens que vous recevez, TripAdvisor, vos miles, vos trucs, et vous pourrez les vendre, les donner, les transférer, et surtout vous gagnerez de l'argent dessus, en fait. C'est ça le truc, c'est que vos euros ils gagnent de l'argent. Ouais, mais donc ce que tu dis, c'est que par exemple aujourd'hui j'ai des miles d'Air France. J'ai des points sur Intermarché, Carrefour, sur Intermarché, et j'ai ça dans des cartes que je perds, etc. Tout ça va être dans mon wallet et je vais pouvoir dire tiens, moi mes miles, j'ai plus envie de voyager parce que j'ai plus envie de polluer la planète. Et donc par contre, je bois de la bière, donc je vais l'échanger contre des trucs Intermarché. Donc toi, tu penses que tout va être interchangeable comme ça dans un wallet centralisé? C'est certain, en fait, c'est certain. C'est vers ça qu'on se dirige, en fait. C'est vers ça qu'on se dirige, et nous, l'objectif, c'est d'offrir cette liquidité-là, en fait. Et que là, on est au tout début, aux prémices du truc, mais tout va être tokenisé hyper rapidement. Et voilà, nous, notre objectif, c'est voilà, j'ai des miles, je te dois 10 euros pour ta pizza, je t'envoie mes miles, quoi. Ouais, et donc, donc je paye plus avec de l'argent, mais je paye avec de la valeur, quelle qu'elle soit. On revient avec du troc, on revient au troc. Clair, chacun aura son token. Chacun aura son token. Oui, je t'ai changé le troc. Ouais, c'est ça le troc. J'ai changé de ma bière contre ton poulet, etc. D'où les enjeux pour les marques de créer leur propre monnaie, leur propre valeur, en fait. Mais elles sont en train de le faire. Quand on a vu l'engouement pour les NFT, on est au tout début du truc, si vous voulez. Et vous pourrez bien évidemment échanger vos NFT. Enfin, je veux dire, c'est le tout début du truc, quoi. Ouais, et d'ailleurs, on a enregistré hier avec Casino, c'est passionnant, ils ont créé leur propre crypto-monnaie, le stablecoin, le LUG. Le LUG. Oui, tout à fait, j'ai vu. Et je disais, mais finalement, c'est vrai que moi, quand je vais chez Intermarché, je ressors toujours avec des bons pour des pâtes, et moi, je ne bouffe pas de pâtes. Et donc, tu te dis, mais attends, mais moi, je suis client, je ne suis jamais récompensé. Si tu as des frustrations, et en plus, tu as des bons, ça pollue, tu as du papier. Et tu reçois jamais ce dont tu as besoin ou ce qui te ferait plaisir. Et en fait, ce qui est génial, c'est que tout d'un coup, mes bons pour les pâtes, je peux les échanger contre des citrons, quoi, justement, par exemple, citron. En fait, ce qu'il faut comprendre, je suis sûr que vous l'avez compris, mais les cryptos, ça apporte de la liquidité là où il n'y en avait pas avant. Vous voyez, c'est juste ça, en fait. Vous voyez, vous prenez Sorare. Pour que les auditeurs comprennent, amène de la liquidité là où il n'y en avait pas. Si je reprends mon exemple à l'Intermarché, je reçois des bons pour avoir une remise sur des pâtes, ça n'est pas liquide, je ne vais pas les utiliser, c'est perdu. Je ne sais pas quoi en faire. C'est comme vous vous souvenez les cartes de football, là, Panini. Sorare, qu'est-ce qu'ils ont fait? Sorare, ils les ont tokenisés. Et maintenant, on peut aller les vendre aux Japonais, on peut les changer contre des euros. Avant, elles finissaient dans un cahier dans notre grenier. On les a tous, on est ravis de les avoir d'ailleurs. Mais au final, ça vaut rien. Ça apporte de la liquidité. C'est comme Realities qui font avec ils tokenisent des appartements et ils apportent de la liquidité à un appartement. Et bientôt, vous pourrez échanger ça aussi. C'est-à-dire, vous allez tokeniser une partie de votre appartement. Aujourd'hui, c'est une somme qui est loquée pendant des années, en fait, et auquel on a du mal à toucher. On peut pas toucher. Et bien, un jour, vous allez décider, voilà, je tokenise 1000, mon appart, il représente 1000 tokens, je vais aller en vendre 100 pour Noël, parce que j'en ai besoin, et je les récupérerai plus tard, voilà. Oh, c'est dingue, je pensais tout connaître et en fait là je viens d'avoir la foudre m'est tombée sur la tête. Je viens d'imaginer mon wallet avec tous mes tokens que je vais pouvoir échanger, quoi. C'est vers ça qu'on va en tout cas. Mais attends, et Yuzu dans tout ça, donc ton ambition avec Yuzu, c'est donc d'aller beaucoup plus loin que ce qu'il y a aujourd'hui, c'est de proposer alors une interaction entre tous ces tokens que l'on possédera à l'avenir, des tokens de consommation. Mais donc d'être la plateforme centralisée où on pourra échanger tous ces tokens, c'est ça ?
Tout à fait, une place de marché pour. En fait, c'est même plus qu'une part de marché, c'est une communauté, quoi. C'est une communauté, une immense communauté de personnes qui ajouteront leurs tokens et qui pourront les échanger facilement, quoi. Impressionnant. Et alors donc, en revanche, il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que vous faites de l'acculturation, c'est-à-dire que vous faites de l'apprentissage, parce que vous emmenez vos clients Yuzu dans la compréhension de ce qu'est une blockchain, de ce qu'est un token. Et comment vous faites ça? De ce qu'est une crypto-monnaie déjà. Ouais, en fait, on part du constat. Moi, ça fait 8 ans que j'essaye, en tout cas, d'expliquer ce que c'est. Parce que moi, je pars du constat que, et on peut pas, faut vraiment pas en vouloir, mais les gens comprennent pas et ne savent pas comment ces écosystèmes génèrent de la valeur, comment créer de la valeur. Ouais. Quand on a la BCE qui disent que le Bitcoin repose sur rien, bah, ça envoie un mauvais message parce qu'en fait, c'est faux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous ces écosystèmes rendent des services. C'est des associations qui rendent des services. Et donc, créent de la valeur et créent réellement de la valeur sur Internet. Et donc ça, il faut que les gens intègrent que ça crée de la valeur. C'est une façon de s'organiser sur Internet qui va exploser dans les années à venir. Et que, enfin voilà, c'est fondamental, quoi. Moi, j'aimerais revenir sur le côté green, sur le côté environnement. Donc, je vais toucher mes 6% tous les mardis. Ouais. Et donc, je décide de rétrocéder, de faire don d'une partie à un projet que je vais choisir. Est-ce que je rétrocède chaque fois au même projet ou je peux sélectionner plusieurs projets? Et est-ce que chaque fois ça demande une manipulation ou est-ce que la première fois que j'arrive sur l'application, je dis tel projet ça m'intéresse, moi je veux rétrocéder 2% de mon rendement et ça se fait de façon automatique, j'oublie, c'est sorti de ma tête. Moi j'adore les trucs qui sortent de ma tête, tu vois, l'onglet fermé. Mais pour être franc, pour le moment on n'en est pas encore là, mais c'est complètement dans les bacs, hein, c'est complètement dans notre roadmap. Pour le moment, on travaille juste avec SoftCO2. Tu pourras même pas choisir ton projet. Ah. Mais nous, on sélectionne les projets pour toi et on a l'intention de le faire bien. Sinon, on n'est pas crédible de toute façon. Aujourd'hui, surtout, enfin, les gens il y a jamais eu autant d'attention sur le greenwashing, donc c'est vraiment pas le moment d'aller faire ça. Donc, on est extrêmement précis là-dessus et rigoureux. Et donc, l'idée, c'est, pour le moment, tu sélectionnes pas. Donc, nous, on sélectionne les projets pour toi à travers SoftCO2. Tu vas investir dedans. Tu verras le nombre de tonnes de carbone que tu as réussi que tu as décarboné. Mais dans un deuxième temps, très clairement, tu pourras choisir ton projet, même limite en apporter des nouveaux, et tu pourras allouer. Mais c'est complètement modulable, hein, tu changes à tout moment. Ouais, parce que j'ai bien compris que vous aviez quand même l'intention d'aller chercher un maximum de gens sans dessiner des personnages. C'est vraiment, je participe à l'adoption massive, je les fais passer. Ouais, c'est l'objectif. Voilà, je vais les chercher, je les emmène dans la crypto, ils n'ont rien senti, quoi. Vraiment, ils se sont même pas rendus compte du truc. C'est ça, quoi. Et moi, je crois vraiment aux applications comme ça. Il y en a une que j'utilise tout le temps. On a fait un podcast avec eux, c'est Bistax. Donc, Bistack, je me trompe tout le temps. Ouais, Bistack, ouais. Voilà, j'adore parce qu'en fait, j'économise et je me rends même pas compte. Et alors, j'ai ma petite notification fin de la semaine. Je suis trop excitée. Je me dis, cette semaine, 36 € de Bitcoin, je suis trop riche. Mais ce que j'adore, et je discute avec eux, je dis, mais vous voyez, moi, j'ai toujours une part de moi un peu altruiste. Et donc, je dis, mais ok, j'économise, c'est super, mais moi, je voudrais que ça soit automatique. Tous les 1er décembre, ça paraît une bonne cause et je ne veux plus y réfléchir. Je choisis ma cause et j'ai mon économie d'un mois qui part à cette cause systématiquement tous les ans. Et en fait, moi, je crois vraiment que l'adoption massive, elle va passer par une expérience fluide, une expérience où on passe du fiat au crypto sans même s'en rendre compte, où il y a évidemment du rendement, donc expérience utilisateur fluide, mais aussi où il y a de l'automatisation, c'est-à-dire que je peux faire dans une application plusieurs choses. Donc c'est génial que tu nous dises que c'est dans ta roadmap. Et je pense vraiment que c'est important pour les gens parce que la charge mentale des gens aujourd'hui, c'est juste énorme avec ce digital. On a des cerveaux qui vont imploser avec toutes ces notifications. Ouais. Et donc, moi, si tu me demandes de me reconnecter pour aller rechoisir tous les mois, c'est pas possible, en fait. Ouais, non, ça sera fixé, tu feras ce que tu veux. Et on va aussi faire le DCA, d'ailleurs. Moi, ma mère m'a dit, j'investirai dans YouTube. Mon père n'investit pas, ma mère m'a dit, j'investirai dans YouTube. Et quand il y aura le DCA, donc c'est dollar cost average, c'est-à-dire qu'elle veut pouvoir tous les mois mettre un petit montant ou un montant. Ça lui parle. Et je lui dis, mais tout à fait, en fait, c'est hyper facile à faire. Nous, on va le mettre en place, là, dans les 2-3 mois à venir. Attends, donc ça veut dire que j'investis tous les mois en euros. En euros. En euros, il y a une petite somme de parce que tu auras déterminé, qui est pris sur ton compte et qui est investi dans les cryptos. En prélèvement automatique, on peut vous dire, prenez-moi 150 € par mois. Non, mais ce qui serait même génial dans un monde idéal, c'est de vous connecter à Stackinsat. Moi, je fais un DCA sur Stackinsat et puis mon économie part chez vous, en fait, et vous me ramenez 6%. Mais pourquoi pas Stackinsat, ce qu'ils font, c'est ils arrondissent, en fait. C'est ça, ils arrondissent, et ce qui est arrondi est transformé en crypto. Non, ça c'est Bistack. C'est Bitstack, ça. Ah, c'est Bitstack, pardon. Bitstack, Stackinsat, ils font oui. Mais on a les deux. T'as Bitstack aussi. Bitstack, Bitstack, ils font du DCA aussi, ouais. Mais donc, du coup, mais t'as pas de rendement, on t'économise, Non. Voilà.
Donc en revanche, si c'est connecté à vous, j'économise chez eux, mais enfin si je peux faire le DCA chez toi, ça n'a pas de sens. Ça a du sens plutôt. Ouais, je préfère ça, je crois. Moi, j'aimerais revenir sur l'aspect finance centralisée parce que je trouvais ça justement courageux de lancer Yuzu en pleine crise qui a été lancée par FTX où la crise de confiance est terrible. Ça a été lancé quand Sur Yuzu, ça fait, j'imagine, quelques semaines. Bravo. Ouais. Ça a été lancé en février l'année dernière. Ah, donc ça fait presque un an alors en fait. Ça fait un an, ouais. Ok. Parce qu'on en a entendu parler il y a quelques semaines seulement. Donc en pleine crise de confiance, aujourd'hui vous lancez de la finance centralisée, mais justement je pense que c'est l'occasion de dire aux gens, vous savez, confrontez-vous à une vraie décentralisation qui est justement de posséder ses clés privées, posséder sa crypto en propre, avec une clé Ledger, etc., etc. Bon, nous on le fait évidemment, mais nous on a le temps, on a été formés et on forme les gens à ça d'ailleurs. Mais Madame Michu, elle ne va pas faire ça. Mais bien sûr que les gens n'ont pas le temps de faire ça. Globalement, les gens n'auront pas le temps de faire ça. Donc, non. Il faut qu'il y ait un portefeuille, générer des rendements dans la finance décentralisée, c'est un métier. En fait. Puis il y a plein de gens qui n'ont pas les capacités. Moi, typiquement, j'ai pas envie, mais j'ai les capacités. Et puis il y a plein de gens qui n'ont pas les capacités et qui pourtant on serait ravis d'avoir. Oui, il faut être à l'aise avec l'informatique, il faut être à l'aise avec la finance, il faut être à l'aise avec beaucoup de choses quand même. Et donc c'est ça en fait. Toi, tu te positionnes comme maintenant aussi pas mal d'entreprises disent, mais tu parlais de Binance, qui est l'exchange le plus connu, qui dit mais non, mais votre argent chez nous est en sécurité. D'ailleurs, de toute façon, quand bien même vous voudriez le reprendre, il vous faut manipuler des clés privées, manipuler des outils qui sont ardus, quoi, effectivement. Nous, on a des formations pour expliquer ça aux gens, mais on sait très bien que les gens qui viennent nous voir sont déjà motivés, veulent vraiment comprendre. C'est ça. Et donc, l'adoption massive passera par la centralisation. En fait, c'est ça que je pense aussi comme toi que ce sera centralisé dans des applications comme Yuzu, et je pense que Yuzu sera dans des iPhones et des Android, et je pense que ces petits téléphones qu'on a dans la poche vont être la plaque tournante de tout l'univers crypto, à mon avis. Tout à fait, c'est aussi ce que je pense. Mais c'est le constat dont je vous parlais, c'est que nous, on veut simplifier l'accès aux cryptos, c'est ça. Moi, on utilise MetaMask, j'utilise MetaMask depuis plusieurs années, c'est quand même compliqué. Je veux dire, aller se connecter au protocole de la finance décentralisée, c'est pas compliqué, mais ça demande quand même de s'y mettre, quoi. Ouais. Donc l'avenir nous prédit que nous allons encore rester accro à notre iPhone très longtemps. C'est possible. Moi, je vais acheter des actions Apple. C'est possible. Voilà. Mais moi, j'ai une question. Je me pose toujours ça, en fait, quand je suis face à des acteurs comme vous. C'est les banques, en fait, elles se comportent comment quand elles voient ça? Parce que la banque, elle offre plus 6%. Est-ce que vous avez des contacts? Est-ce que vous avez des retours? Non, mais c'est étonnant parce que il y a deux aspects en fait. 2021, le marché haussier, ça a été l'entrée des institutionnels dans le marché haussier, enfin dans l'univers des cryptos, aussi bien DeFi que NFT. C'est d'ailleurs pour ça que ça a été aussi fort. Ça a été un marché haussier qui a été très puissant et qui est aussi dont le bear market actuel est assez violent parce qu'il y avait plus d'actifs, plus de fonds. Et à côté de ça, on a aussi toute une partie de la banque traditionnelle qui refuse de rentrer dedans complètement, qui freine des cas de fer. Moi, j'ai été dans la banque avant, je sais ce que c'est. Donc, les personnes qui décident actuellement sont pas loin de la retraite et n'ont pas envie, ou en tout cas n'ont pas envie de prendre ce risque réputationnel. On l'a vu d'assez près, et donc ils attendent, et donc ils vont prendre des années de retard. Et quand les startups comme nous, je pense, on est en train d'acquérir une réelle expérience, quand ils se réveilleront, on aura quand même pris beaucoup d'avance, je pense. Oui, c'est exactement ils voudront vous racheter. Oui, on verra. On verra. Mais c'est ce que nous disait CoinHouse, qu'on a reçu dans le podcast aussi. On disait, CoinHouse, avez-vous peur des banques? Mais en fait, ils disent non, c'est plutôt les banques qui vont perdre du terrain. Et c'est plutôt Yuzu ou CoinHouse, enfin tous les nouveaux acteurs, les nouvelles startups qui vont récupérer les clients des banques. Et peut-être qu'un jour, même sur Yuzu ou CoinHouse, on ouvrira un compte courant en euros. Et finalement, ce sera tellement plus simple de pratiquer par votre application parce qu'on sera connecté au monde des fiat et au monde crypto en même temps. D'autant plus si ça devient une plateforme centralisée où je peux échanger mes tokens. Alors, quelle raison d'aller au crédit agricole, quoi. Dans la roadmap de 2023, en tout cas du Yuzu, on va aussi mettre une carte, c'est clair, pour dépenser vos rewards, ça c'est sûr. Vous aurez une carte dans laquelle vous pourrez aller dépenser vos revenus toutes les semaines. L'objectif aussi, et je pense que c'est une des leçons d'FTX, c'est que nous, notre objectif, et je dis ça humblement, mais c'est de professionnaliser cette CFI, on appelle ça la CFI, donc la finance centralisée dédiée aux cryptos. Parce que on a vu que ce soit FTX, Celsius ou Square Capital, ils ont fait des erreurs de gestion de risque qui sont dramatiques en fait, qui ne vont pas être autorisées avec les nouvelles réglementations, ça sera plus possible. Déjà avec le XAN, un FTX en France, ce serait extrêmement compliqué, mais ils ont fait des erreurs de gestion qui sont majeures et que
pour avoir travaillé, moi j'étais responsable juridique salle des marchés avant, et donc on connaît ça, le prêt-emprunt où ils se prêtaient des tokens sans garantie, sans collatéral, ce qui est complètement hallucinant en fait, parce qu'ils sont des erreurs majeures, et que nous on va vraiment s'atteler à faire à professionnaliser l'écosystème, quoi. Et c'est strictement interdit. Enfin, il a fait des choses pénalement qui sont pénalement répréhensibles. Et je lisais ce matin que les venture capitalistes qui ont mis quand même, je crois, 1 ou 2 milliards dans FTX en 2000 ou 2020 savaient pertinemment que cette boîte était enregistrée aux Bahamas. Et qui n'avait aucun contrôleur de gestion, aucun Big Five, aucun expert compte, enfin aucun commissaire aux comptes, etc. Donc c'est démentiel d'avoir mis de l'argent dans une société aux Bahamas. Je veux dire, la règle d'or, c'est déjà de regarder où la société est enregistrée. Ça me paraît. Ouais, mais il y a eu oui, c'est le liquidateur d'Enron, l'ancien liquidateur, qui a dit qu'il avait jamais vu ça de sa carrière. Ouais. Il avait jamais vu un truc pareil. Mais en fait, il y a eu un effet, tout le monde était là, mais non, FTX, ça pourra jamais tomber, c'est too big to fail. En fait, on est exactement dans le même schéma de 2008, en fait, où il y avait un effet de sidération, en fait, même Lehman, mais non, jamais Lehman tombera, en fait. Ouais, exact. Ouais, alors après, il faut rappeler que FTX n'avait que 2 ans d'existence. Hein. C'est une boîte qui a été créée. Oui, mais raison de plus. En 2020. Ouais. Trop jeune, trop gros. Oui, c'est fou. C'est fou quand même quand on y pense. En 2 ans, c'est rien. Alors oui, dans la crypto n'a que 14 ans. On fête d'ailleurs le premier bloc de Bitcoin, ça fait 14 ans. Mais bon, cet écosystème est très très jeune. Ouais. Et vous êtes en route pour le PSAN ou pas? Alors on est PSAN, déjà. Ah, j'avais pas vu sur le site. Il y a 2 niveaux de PSAN, je crois. Ouais, il y a 2 niveaux de PSAN. Il y a l'agrément et le mot m'échappe. Et l'enregistrement, voilà. C'est ça. Alors nous on est enregistré, il n'y a pas encore il y a aucune entité qui est agréée encore. Le Sénat, on fait un amendement récemment pour exiger que tous les PSAN deviennent agréés. Mais alors nous, c'est évidemment, si jamais il faut l'être, on le fera. Nous, on n'a aucun problème là-dessus. Il faut même. On va se mettre aux normes. On a tout intérêt nous à être régulés, si vous voulez, parce que on a besoin et on veut l'être, si vous voulez. On veut être le plus encadré possible. Le plus rassurant aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Puis même, nous, voilà. C'est intéressant aussi d'être challengé par un régulateur, de savoir ce qui se passe ailleurs. Ils nous disent, tiens, regardez là, ça, c'est pas, vous pourriez mieux faire là. Très bien, nous, on est super ouverts à ça, en fait. Ah, c'est intéressant que tu dis ça. Le régulateur n'est pas là que pour vous mettre des bâtons dans les roues et vous empêcher d'avancer. Au contraire, il peut aussi vous conseiller, vous dire. Vous êtes en contact direct avec eux? Complètement. L'AMF, ils sont super ouverts là-dessus. Ils ont été très, très bons. Enfin, je dis pas ça, je vais pas. Mais. T'as une demande en cours ou quoi? Ouais, c'est ça, quoi. Non, pas du tout. Mais c'était, nous, on a eu des très bons échanges avec eux. Ils nous envoyaient quand même des. Ils savent très bien de quoi ils parlent, si vous voulez. Ils savent très bien de quoi ils parlent et ils ont très très bien challengé. Et ils étaient constructifs. Ils n'étaient pas là pour nous empêcher d'avoir le temps. Ouais, c'est ça. Moi, j'aimerais revenir sur MiCA parce que les gens en entendent beaucoup parler. MiCA, c'est MICA, donc c'est un règlement européen qui a été voté, mais qui va mettre encore 18 mois, 2 ans certainement à être mis en place. Mais ça vous permettrait, vous, Yuzu, de proposer vos services aux 27 pays, à 27 pays européens. C'est ça, si j'ai bien compris. On a un agrément au MiCA auprès de l'Europe, l'Union européenne, et donc, et vous avez dans la roadmap, tout ça va passer. Donc dans 2 ans, vous allez vous développer dans plein de pays. Absolument, enfin, c'est l'objectif, c'est clair. Nous, pour le moment, on est franco-français, mais l'idée, ce serait effectivement de se déployer le plus rapidement possible, effectivement. Et MiCA va nous permettre ça, bien que, vous savez, là, la France, on est en avance là-dessus. On est le PSAN, finalement, l'agrément de PSAN équivaut finalement à MiCA à quelque chose près. L'agrément, pas l'enregistrement, mais l'agrément. Finalement, ce qui va passer avec MiCA, c'est qu'ils vont imposer l'application des directives, comme MiFID, comme les grandes directives qui s'appliquent déjà à la finance traditionnelle. Ils vont l'appliquer aux crypto, quoi. Ça va se faire. Donc, moi, je suis ravi de le faire, en fait. Mais toi qui donc tu connais bien les banques, comment on explique que Christine Lagarde, quand même, la patronne de la Banque centrale, n'arrête pas de taper sur le Bitcoin tous les 10 jours? D'ailleurs, elle tape tellement sur le Bitcoin qu'on a l'impression que ça la hante. Elle a quelque chose à cacher. On a l'impression qu'elle n'endort plus, c'est assez étrange. Comment son fils en a acheté. Et son fils en a acheté. D'accord, non, je savais pas. J'avais vu ça. Et donc tu dis les banques, c'est la vieille génération. En fait, c'est un problème de génération, c'est ça. C'est les gens qui sont d'une ancienne génération qui sont déjà passés à côté du digital, à côté des réseaux sociaux, et donc évidemment ils passent à côté de la crypto. La question c'est, est-ce qu'elle pourrait dire le contraire? Non, exactement, en fait. Mais moi, je la suis depuis un moment, Christine Lagarde, même quand elle était au FMI. Le truc, c'est qu'elle sait très très bien de quoi elle parle. J'ai vu des conférences où non seulement elle comprenait très bien les cryptos, alors quand elle dit le Bitcoin n'a aucun fondement, je sais qu'elle ment. Enfin, au fond d'elle, je sais qu'elle sait, en fait. Clairement, d'ailleurs. Et elle a travaillé sur les CBDC, elle connaît très bien ça. Et sa position fait que
il y a des grosses réglementations qui arrivent, elle va pas commencer à encenser le Bitcoin. C'est un jeu quand même. Et elle est dans sa position, ils vont réglementer les cryptos, voilà. Oui, et puis face aux gros acteurs financiers classiques, est-ce qu'elle peut dire ça? Enfin, parce que ça fait peur aux banques, parce que les banques ont compris que c'était de la disruption, que ça allait changer le modèle, en fait. Ça va changer le modèle. De toute façon, ils l'ont tellement bien compris que dans la loi Pacte, qui a créé le statut PSAN, ils n'ont pas intégré les cryptos ils n'ont pas rentré dans les boîtes de la finance traditionnelle. Ils ont créé une nouvelle classe d'actifs à part entière. Hein. C'est une nouvelle section dans le code. Et donc, pour eux, c'est une nouvelle classe d'actifs qui est en train d'apparaître, très clairement. Hein. Et Mika, c'est pareil. Hein. Et qui va finalement, à terme, je pense, remplacer l'autre. Mais on est à 10-15 ans. Ah oui, donc il y a un gap entre ce qui est dit et ce qui est fait, en fait. Mais bien sûr, bien sûr. Et ils sont en train de créer leur CBDC. C'est ça aussi, c'est qu'ils sont en train de créer leur monnaie digitale de banque centrale, qu'ils vont émettre à partir de 2026 en Europe, et qui vont venir directement concurrencer à la fois les stablecoins existants et le Bitcoin. Hein. Donc la finance décentralisée va se déployer. Ils vont déployer leur CBDC dans cet écosystème-là. Mais ils peuvent pas d'un côté dire on est pour le Bitcoin et à côté de dire on est pour les CBDC. Ah oui, parce que, pardon, pour résumer, ils sont en train de lancer la crypto-monnaie concurrente du Bitcoin. Ah, oui, donc ils ne peuvent pas cautionner donc ils peuvent pas, ce qui est. Ouais, okay. Non. Et CBDC, t'en penses quoi, toi? À quoi ça va ressembler concrètement, une CBDC? Moi, ce que je crois, en tout cas, des infos qu'on a, c'est que vous allez plus avoir un compte dans votre banque commerciale traditionnelle, vous allez avoir un compte directement dans la banque centrale. Vous aurez un compte à la Banque de France, concrètement. Pas à la Banque centrale, pas à la BCE, je pense à la Banque de France. Donc qui va émettre. C'est la fin des petites banques, en fait, du Crédit Agricole. En tout cas, j'ai l'impression que les États vont reprendre par ce moyen-là le monopole de la création monétaire qui avait été délégué aux banques commerciales à travers le crédit, comme tout le monde le sait. Ce qui expliquerait que les banques ne font plus leur job aujourd'hui, elles baissent les bras. Ça, je sais pas. Je vais pas les mettre d'opinion, mais je pense que, en tout cas, ça permettra aux banques centrales alors, il y en a qui associent ça au revenu universel et tout, mais en fait, de faire des prêts beaucoup plus chirurgicaux, c'est-à-dire qui seront beaucoup plus adaptés à chacun, différents en fonction de chacun, verser soit des paiements, soit des prêts. Et également, avec le revers de la médaille, qui est de pouvoir retirer ses revenus, comme on voit en Chine, typiquement, où on gelait des comptes bancaires en un clin d'œil, si on n'est plus d'accord avec le pouvoir en place, ou si on se comporte mal. Donc, en fait, pour moi, c'est une menace sur nos libertés qui est majeure, clairement. Ouais, mais alors si on pousse le raisonnement un peu plus loin, j'ai écouté toutes tes vidéos, effectivement ça m'a beaucoup interpellé, mais si on réfléchit, on se dit, mais pour les gens qui maîtriseront leur wallet digital, à ce moment-là, ils pourront avoir des monnaies numériques de banque centrale de d'autres pays, peut-être l'Italie, l'Espagne, la Belgique, l'Allemagne. Et alors, si la France commence à vouloir nous chatouiller sur nos stablecoins, on pourra dire « Ah, mais attendez, moi je vais utiliser à ce moment-là la monnaie allemande pour payer... » ou tout l'intérêt d'avoir de la crypto-monnaie. Tout à fait, mais bien sûr, je pense que pour ça, d'ailleurs, le Bitcoin sera la liberté, en fait. Tout à fait, il y a pas mal de choses qui me viennent en tête, mais c'est vrai que d'où l'intérêt, je pense, du Bitcoin aussi en soi, qui reste très décentralisé. On a vu que l'Ethereum est de plus en plus menacé, en fait, dans son aspect difficile à censurer, en fait, surtout depuis The Merge. Parce qu'on a vu avec le Mixer, je sais pas si vous vous souvenez, mais Tornado Cash. Merci, Tornado Cash. En fait, il y a l'OFAC, donc qui est le trésor américain a émis une réglementation qui s'appelle l'OFAC et qui a décidé de l'appliquer à Tornado Cash. Et on a vu que à partir du moment où ils ont décidé que Tornado Cash devenait illégal, que tout l'écosystème de la finance décentralisée s'était aligné sur la décision du Trésor et avait exclu toutes les transactions qui venaient de ce mixeur. Un mixeur, ça sert à brouiller les pistes. On envoie un Ether dedans depuis une adresse publique et on le renvoie sur une autre adresse publique. Ça brouille les pistes, en fait. Évidemment, c'est un énorme outil de blanchiment et c'est très bien en soi qu'ils se sont interdits, si vous voulez. Ce que je veux dire par là, c'est que les gouvernements ont un réel pouvoir sur la finance décentralisée, donc sur Ethereum, et que ce qui n'est pas le cas du Bitcoin, si vous voulez. Donc il y en a plein qui disent que ok, Bitcoin pollue, mais c'est le prix peut-être de la liberté et de la souveraineté. Intéressant. Moi, j'aurais encore une question pour toi, Stan. En termes d'adoption massive, c'est toujours un petit pronostic que je demande aux invités. Justement, donc ce que tu disais, Yuzu, on pourra mettre toutes ces cryptos du supermarché, des miles Air France, etc. Selon toi, c'est à 3 ans ou à 8 ans ou à 10 ans? A priori, c'est juste un pronostic comme ça. Pour le moment, ça a la même courbe d'adoption qu'Internet. Hein, donc, oui, si ce n'est que le process d'accélération est beaucoup plus rapide aujourd'hui qu'à cette époque-là. Donc, Tout à fait. Et ça vient du fait, à mon avis, que c'est
on est sur des protocoles qui sont tous open source en fait. Tout est open source. Ah oui. Maintenant tout le monde a Internet et tout le monde peut contribuer. Open source, ça veut dire que le code de chacune de ces applications est libre d'accès sur Internet et tout le monde peut l'améliorer ou le copier. Donc vous imaginez la vitesse à laquelle ça va, la DeFi. L'amélioration technologique est fulgurante, c'est dur à suivre. Oui, tellement... et puis une vraie rupture générationnelle. Quand on regarde aujourd'hui les ados à 18 ans, c'est évident pour eux que s'ils ont de l'argent, ils auront de la crypto. Il n'y a même pas un travail d'explication, d'acculturation ou à convaincre. Je veux dire, dans 5 ans, ces gosses-là, ils sont sur le marché de l'emploi, ils ont du pouvoir d'achat et ça sera normal d'avoir en wallet de la crypto. Ouais, et puis ils la gagneront peut-être sûrement en jouant à des jeux vidéo, si tu veux. Il y en a plein qui gagnent des NFT, mais qui gagnent des millions, quoi. Ouais. Et nos enfants seront peut-être plus riches que nous. Enfin, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y en a déjà plein qui gagnent plein d'argent juste en jouant, parce qu'ils gagnent des NFT qui valent une fortune, qui s'échangent sur des places de marché, et ça vient très très vite, ça. Oui, et puis moi j'avais fait toute une présentation là sur les générations Z et les générations Alpha. Mes recherches ont montré qu'en fait, ce sont des générations qui sont très insécurisées. Ils ont toujours vécu à travers les crises et donc ils ont perdu cette insouciance qu'on pouvait avoir nous à notre époque. Et donc pour eux, là, ils cherchent beaucoup plus la sécurité, quelle que soit la façon. Et la spéculation, donc gagner de l'argent, leur amène de la sécurité. Et donc très jeunes, on a des gosses de 15 ans qui jouent pas non pour le plaisir, mais dont l'objectif est de spéculer à 15 ans. Et les parents, évidemment, ils regardent ça, ils ne comprennent pas. Ils se disent, enfin, qui t'a éduqué comme ça? Voire même on juge négativement. On juge négativement. Et en fait, c'est quand on comprend que c'est vraiment un phénomène de masse et un phénomène de société avec cette insécurité profonde inscrite dans les gènes qui les amène à se comporter autrement et avoir une relation différente à l'argent, mais aussi à avoir la conscience qu'ils n'auront pas la sécurité de la propriété. Le sens de la propriété, il évolue, et eux, ils ne sont plus propriétaires de rien. Ils louent la musique, ils louent leur vélo, et ils savent qu'ils ne seront plus propriétaires, ils savent qu'ils n'auront pas un toit pour se protéger, pour se sécuriser, et donc pour eux, la propriété fractionnée, c'est évident, et donc par conséquent, la crypto, le wallet, et c'est tout le rapport à la propriété, mais aussi à l'argent, qui change. Et ça, évolue, ouais. Et ça, c'est pas dans 15 ans, c'est dans 5 ans. C'est les enfants qui sont au cœur de vos foyers. C'est maintenant, hein. C'est tout de suite. C'est maintenant. Ouais. Et c'est aussi comment, en tant que parent, je ne juge pas ça, et comment je les accompagne sur le monde qui va être le leur, avec les paramètres qui seront les leurs, pas les nôtres. En fait, ça change tellement vite. Déjà, quand on voit ce qui s'est passé en 2022, on regarde derrière nous, là, le 1er de l'an, on boit du champagne et on se dit, qu'est-ce qui s'est passé en 2022? J'ai la tournique, en fait, ça va trop vite. Et franchement, 2023, ça va passer comme une flèche. Et en fait, il est temps de comprendre. Il est temps de comprendre. Pas la crypto, pas la blockchain. Oui, bien sûr, si vous avez envie, mais de comprendre qu'en fait, le monde change très, très vite. Et que la technologie a l'impact dans le comportement. Je suis complètement d'accord avec ça. Enfin, j'ai lu des bouquins là-dessus sur l'ère exponentielle en fait dans lequel on est en train d'entrer. C'est-à-dire que là, ça avance vite, mais c'est rien comparé à la vitesse à laquelle ça va aller dans les 10 années qui arrivent. Exact. Et on rentre dans l'ère de l'exponentielle avec l'intelligence artificielle et évidemment les banques vont être prises. Enfin, je reviens à la crypto, mais les banques vont être prises de vitesse et que les cryptos, eux, ont finalement la capacité technologique de s'adapter à ça. Mais les banques vont dégager les unes après les autres. Enfin, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, mais les banques, mais aussi nous on travaille beaucoup sur l'impact de la blockchain sur la transformation des métiers en entreprise. Et donc quand on voit maintenant les métiers, par exemple, là on fait un live le 11 janvier sur la transformation de la verticale métier des RH. Et en fait, aujourd'hui, quand on est RH, on ne peut plus demander une lettre de motivation. C'est juste pas possible. Moi, si tu me demandes une lettre de motivation, genre 3 minutes 50, je te sors une bombe atomique sur ChatGPT. Et donc, c'est comment l'obligation de comprendre la technologie pour comprendre qu'en fait, on ne peut plus penser au quotidien comme on le faisait hier. Et quand je dis hier, c'est pas il y a 15 ans, c'est hier. Vraiment physiquement hier. Donc voilà, donc très intéressant. Bah ouais, donc finalement avec la vie exponentielle qui arrive, donc tu penses que dans quelques années on aura tous des NFT dans notre téléphone, des cryptos, des bons, des miles, etc. Bah, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Enfin, ouais. C'est juste, pour moi, c'est très très clair. Je pense qu'on aura des métiers très très différents. On n'aura pas de métier d'ailleurs. On fera ce qu'on aime et on le fera sur Internet. Enfin, ça va évoluer super vite. Ça va être intéressant. Oui, ça va être passionnant. Oui, on vit une époque absolument dingue. Ça, je suis tout à fait d'accord. On est très content d'être au cœur du truc, nous. On est ravis d'être. Ouais, c'est intéressant à suivre, c'est clair.
Ouais. Merci en tout cas pour toute cette info. Ouais. Merci à vous. Ça donne envie, c'est stimulant intellectuellement, vraiment merci. Alors on retrouve Stanislas dans son excellente chaîne YouTube qui s'appelle Blockchain Expert. On mettra tous les liens dans la description du podcast sur notre site web et sur notre. Et alors sur Yuzu, on trouve Yuzu facilement sur un moteur de recherche YUZU. Mettrai le lien .green, voilà. Ouais, tout à fait. Et Stanislas, quoi dire? Donc nous avons une super newsletter. Est-ce que tu as inscrit? Alors vous pouvez vous inscrire en allant sur notre site web nftbusiness.tech, tech T-E-C-H, et vous aurez l'opportunité de mettre votre adresse mail pour recevoir notre newsletter et toutes nos infos sur tous les podcasts, tous les épisodes. Et vous recevrez d'ailleurs un livre blanc sur la finance décentralisée, vos premiers pas dans la finance décentralisée, écrit par Benjamin. N'hésitez pas à faire vos feedbacks, parce que c'est grâce à vos feedbacks en fait qu'on est porté et qu'on essaie de s'améliorer au quotidien. On vous souhaite une bonne écoute et on vous dit à bientôt.